Ce sont des images qui alimentent les journaux télévisés, des sujets qui alimentent aussi les discussions et les débats. Des gens qui fuient leur pays pour de multiples raisons, la guerre, la crise économique et bientôt de plus en plus des crises climatiques. Beaucoup immigrent dans les pays francophones en emmenant leurs enfants avec eux. Qui dit enfant, dit école, et la scolarisation de ces enfants est devenue une vraie question dans les systèmes éducatifs francophones, avec une question centrale, comment suivre une scolarité en français quand on ne parle pas du tout cette langue ? Cette question, deux auteurs ont travaillé dessus pendant plusieurs années sur le terrain. Fabrice Petot est enseignant et formateur en français langue seconde. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Guy Cherki est inspecteur pédagogique et fondateur du CASNAV de Grenoble. Bonjour Guy. Bonjour. On va commencer tout de suite par une question de vocable, parce que votre livre s'appelle Inclure, français de scolarisation et élèves allophones. Est-ce que vous pourriez me définir ce qu'est un élève allophone et ce qu'est le français de scolarisation ? Un élève allophone, c'est un élève qui parle d'autres langues en arrivant dans les systèmes scolaires français. C'est-à-dire que depuis les circulaires ministérielles de 2012, a été choisi de désigner ces élèves-là qui arrivent dans le système scolaire comme porteurs d'une autre langue. Alors qu'on a pu, par le passé, les désigner comme des élèves non francophones, ne sachant pas parler français, ou par leur statut administratif, primo-arrivants, ou d'autres termes plus anciens comme élèves étrangers. Voilà, donc l'allophonie précise que l'élève, il a d'autres langues, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire l'apprentissage rapide du français. Et le français de scolarisation, Guy, alors, le français de scolarisation, c'est le français dont on a besoin pour suivre les leçons à l'école. C'est-à-dire que, évidemment, nous avons un vocabulaire spécifique de l'école, on s'en rend pas toujours bien compte, mais l'école a sa langue aussi et ses tics de langage et il faut les connaître et ça n'est pas seulement la langue de l'enseignement, mais ça peut être aussi la langue de l'établissement, les mots qu'on utilise dans la structure scolaire. C'est tout cet ensemble qu'on appelle le français de scolarisation. Donc on n'est pas dans du français langue étrangère, on est plutôt dans du français langue seconde, c'est ça ? Oui, alors il y a de multiples différences quand on parle de français langue étrangère. Quand on apprend le français comme une langue étrangère dans un système scolaire, c'est souvent à l'étranger, c'est comme on apprend l'anglais en France. Là, l'objectif, il est tout autre. Il est de pouvoir suivre tous les cours en français, de s'intégrer, d'être inclus dans le système scolaire, dans tous les cours, et de pouvoir vivre une vie ordinaire au jour le jour, enfin au quotidien en France. Alors justement, je disais en introduction du podcast, on est dans une situation aujourd'hui d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de migrants, on est dans un monde de migration. Est-ce que les systèmes éducatifs, alors vous avez travaillé sur le système éducatif français, sont prêts aujourd'hui à accueillir ces populations scolaires ? Ça fait longtemps que le système éducatif français accueille des élèves qui ne parlent pas français, entre guillemets, ou à qui il faut apprendre le français. Même si on remonte au 19e siècle, l'école de Jules Ferry, elle apprenait le français à des élèves qui avaient une autre langue à la maison. Donc c'est une réalité en fait du système scolaire que d'avoir en son sein des élèves qui ont une autre langue à la maison de tout temps. Parce qu'une autre langue est parlée à la maison ou parce qu'ils arrivent d'un autre pays, qu'ils vont devoir suivre en français des cours. Mais ceci étant, disons que l'organisation de leçons spécifiques pour des élèves venus de l'étranger, elle remonte à peu près aux années 70, les premiers éléments. Il y a des acteurs aujourd'hui institutionnels sur le terrain. Je le disais tout à l'heure, Guy, vous avez créé le CASNAV à Grenoble. Qu'est-ce qu'un CASNAV ? À quoi il sert ? Un CASNAV, c'est un centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Il sert d'abord, c'est un centre pédagogique pour les enseignants, pour leur permettre de trouver de la documentation, de trouver de la formation et aussi d'accompagner les organisations et notamment d'accompagner les organisateurs que sont les rectorats, les inspections académiques. C'est-à-dire, c'est un centre un petit peu polymorphe, ça dépend aussi des ressources qu'on a sur le territoire, ça dépend aussi des traditions, ça dépend de l'histoire. Donc, il y a des CASNAV qui sont très très différents sur le territoire français. Ce que je veux dire, c'est que l'institution scolaire, dans le système éducatif, c'est mis en ordre de bataille, malgré tout, pour accueillir au mieux ces enfants et les scolariser.
Oui, ça fait longtemps, mais c'est vrai que c'est au travers de l'accompagnement pédagogique que ce soutien s'est fait dès le début. On parlait des années 70, effectivement, où la préoccupation, c'était que les professeurs sachent prendre en charge ces élèves-là. Alors, il y a une question que vous abordez assez rapidement dans le livre et qui, pour moi, est assez centrale et que je vais vous poser. Est-ce qu'il faut intégrer ces élèves dans une unité pédagogique à part ou les intégrer dans une classe ordinaire, dans une école normale ? Pour être intégré, il faut être intégré, il faut être dedans. On ne peut pas être à part, déjà. C'est ça. Donc ça, c'est la base. On ne peut pas être à côté. Être à côté, ce n'est pas être dedans. Donc ça, c'est le premier point. Après, un élève qui arrive de l'étranger, il y a plein de choses qu'il sait faire et qu'il peut faire très rapidement, même avec très peu de langue. Donc il faut qu'il puisse être intégré dans un groupe classe ordinaire. Et puis l'objectif, si on vise à terme l'objectif de les scolariser dans toutes les matières et qu'ils puissent suivre le plus naturellement possible leur scolarité, en français, il faut bien qu'ils aillent dans les cours, qu'ils se confrontent au français des maths, au français de la physique, de l'histoire-géographie. Donc c'est bien dans tous ces cours-là qu'ils vont construire leurs apprentissages de la langue. En réalité, vous faites allusion à des débats pédagogiques qui ont eu lieu le long de ces décennies, qui ont traité de cette question. Et on a longtemps pensé qu'il fallait préparer ces élèves à l'intérieur de groupes plutôt fermés et que lorsqu'ils seraient prêts, on les mettrait dans des classes et on pensait que ainsi préparés, ils iraient beaucoup plus vite directement. Et en fait, on s'est aperçu que, disons, l'aiguillage et l'accrochage entre la classe ordinaire et puis ce groupe où on apprenait le français ne se faisait pas aussi naturellement qu'on le pensait. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de ce qu'on appelle l'inclusion, qui est une idée, elle, des années 90, et qui fait que c'est dans un but pratique, l'élève est mis le plus vite possible avec ses camarades dans la classe ordinaire parce que il y a des apprentissages qui se font et qui ne sont pas des apprentissages systématiques de la langue, mais qui sont d'autres apprentissages. Et en plus, comme le disait Fabrice, ils savent des choses. Un exemple, on a entendu à la radio très récemment à propos des élèves ukrainiens qu'ils étaient très en avance en mathématiques, par exemple. Comment s'en rendre compte si on ne les a pas confrontés en cours de maths avec d'autres élèves français ? Mais ça fait un peu peur quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple. Et à la fois pour les enseignants, pour les élèves, les camarades, et puis pour les familles qui veulent plutôt une classe homogène et qui ont un peu peur d'avoir des élèves qui sont différents, qui arrivent dans cette classe-là. Aujourd'hui, ce sont des débats qui sont dépassés ou c'est encore d'actualité, cette question de l'homogénéité, hétérogénéité des classes, et puis de l'accueil dans des classes ordinaires de ces élèves? Alors, la crainte des professeurs ou la crainte du système, elle est toujours présente. Ceci dit, dans les établissements qui ont l'habitude d'accueillir, c'est devenu naturel et il y a plutôt un lieu, une atmosphère positive, un environnement positif qui est bénéfique aux apprentissages. Mais très rapidement, les professeurs qui accueillent ces élèves-là se rendent compte que ce sont des élèves qui réussissent, qui apprennent vite, qu'il existe des moyens de les mettre en apprentissage sur les contenus de leur matière, sur les contenus scolaires, même avec très peu de langue. Et ils ont la volonté aussi de réussir, c'est-à-dire qu'ils veulent très rapidement arriver à pouvoir suivre et donc ils sont dans des dispositions qui sont extrêmement positives par rapport au système. Mais d'un autre côté, pour répondre à votre question, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit très souvent, encore aujourd'hui, l'hétérogénéité est plutôt un plus au niveau pédagogique. Peut-être un point supplémentaire, actuellement avec les outils numériques que l'on a à disposition, tablettes, téléphones et les traducteurs, les intelligences artificielles qui nous permettent d'accéder à de la traduction, les élèves ont plein d'outils pour accéder en fait au contenu et à la langue. Avec un téléphone, une petite application de traduction, ils vont pouvoir traduire même le texte en français pour pouvoir accéder au sens et puis après travailler en français, ou inversement, travailler dans leur langue puis pouvoir traduire en français dans un second temps, prendre en photo les traces, les traduire ensuite, jouer avec les différentes langues avec l'utilisation du traducteur qui va très rapidement être dépassé en fait, mais en tout cas qui va pouvoir être utile dans un premier temps pour accéder au sens et à l'activité qui est demandée. Et si on parle du français, ce que vous pointez du doigt, c'est de l'importance d'être exposé très rapidement à la langue. Il faut être exposé, plus on est exposé, mieux on apprend la langue, ça c'est clair.
Ça, c'est sûr. Mais c'est pas que la langue, c'est les contextes. C'est les contextes. Si vous voulez, un professeur de FLE ne peut pas maîtriser tous les contenus disciplinaires et tous les langages disciplinaires. C'est très difficile. Alors certes, avec de la pratique, il arrive à se former et à avoir des outils, mais c'est le professeur de maths qui maîtrise la langue des maths. Donc il faut exposer l'élève aux locuteurs et aux bonnes situations de communication scolaire et d'interaction avec les pairs, dans le travail, avec la matière scolaire. Et c'est donc bien en classe de maths qu'on va le faire et pas en classe de FLE. Oui, c'est pour ça que dans le livre, vous rapprochez parfois cette scolarisation en français de ce qui se fait dans des classes bilingues. Oui, parce que pour ces élèves, le professeur de langue n'est pas que le professeur de français langue étrangère ou français langue de scolarisation. Tous les professeurs de toutes les matières sont amenés à devoir s'interroger sur la question de la langue et de la langue de leur discipline, des discours de leur discipline. Donc il y a un travail spécifique à faire. C'est pour ça que les CASNAV accompagnent non pas seulement les professeurs de français de scolarisation, mais aussi tous les professeurs de toutes les disciplines dans la prise en charge de ces élèves. Ce qui n'est pas évident parce que souvent les professeurs disciplinaires de sciences, de mathématiques, ne s'interrogent pas a priori sur la langue de leur discipline, qui leur paraît à peu près naturelle, et donc c'est extrêmement délicat quelquefois d'approcher leur discipline par le biais de la langue, parce qu'ils considèrent que la langue c'est le domaine du professeur de français. Et donc il y a tout un travail à faire de dialogue avec les professeurs de discipline pour leur montrer qu'ils utilisent quelque chose de spécifique et que eux seuls peuvent maîtriser ça, et donc il faut en même temps qu'ils s'interrogent lorsqu'ils se trouvent face à un élève qui ne maîtrise pas le français, qui ne le parle pas, eh bien il faut qu'ils s'interrogent sur le vocabulaire qu'ils emploient, etc. C'est quand même donc un projet d'établissement, j'imagine. C'est pas le prof tout seul devant ce type de public. Il y a une vraie réflexion qui est menée, j'imagine, au sein des équipes pédagogiques sur cette question du français de scolarisation. Souvent, c'est un peu contraint et forcé parce que c'est l'environnement social qui fait que l'école doit ou le collège doit est amené à scolariser ses élèves. Après, on peut les déplacer dans des structures où il y a un peu plus d'expérience, mais effectivement, c'est des projets d'établissement. C'est pas le projet d'un professeur. C'est-à-dire que pour les organisateurs, pour les décideurs institutionnels, mettre en place un dispositif, une UP2A, comme on les appelle, dans un établissement, c'est pas simplement décider de parachuter un dispositif. C'est le construire avec un chef d'établissement, avec son équipe, pour qu'il y ait l'environnement global dont on parle, qui puisse se mettre en place. Oui, ceci dit, il n'y a pas un établissement qui ressemble à l'autre, et donc la situation est évidemment très hétérogène. Il y a des établissements qui n'ont jamais accueilli d'élèves et qui subitement, d'un jour à l'autre, se trouvent à accueillir 2 ou 3 élèves qui ne parlent pas le français et qui sont dans l'établissement. Et donc, l'accoutumance, les dispositions à mettre en place peuvent prendre un peu de temps. Les CASNAV accompagnent les enseignants, accompagnent les établissements, mais c'est très différent d'un établissement à l'autre. Il y a des établissements qui ont l'habitude d'en accueillir chaque année pour lesquels ce n'est pas un problème, et il y a d'autres établissements plus isolés qui voient arriver, par exemple, dans un fond de vallée, 2 Thaïlandaises. Qui ne sont pas forcément préparées à ça. Pas du tout. Il y a une question sur laquelle vous travaillez beaucoup, c'est celle de la prise en compte du plurilinguisme, parce que tous ces enfants arrivent avec leur langue. Et souvent, vous dites que on ne prend pas assez en compte cette richesse-là, cette diversité des langues qui rentre tout d'un coup dans la classe. Oui, c'est la même non prise en compte que l'on peut avoir avec les élèves qui ont d'autres langues à la maison en France, pas seulement les élèves qui arrivent de l'étranger, où effectivement l'école a du mal à voir que faire avec ces langues que les élèves parlent. Or, je donnais des exemples tout à l'heure avec les outils de traduction. L'élève passe d'une langue à l'autre pour arriver à accéder au sens, au contenu et pouvoir faire l'activité qui lui est demandée en physique ou en biologie. Donc là, il y a des allers-retours permanents avec sa langue, mais avec d'autres langues. C'est-à-dire qu'un élève, par exemple, qui parle l'albanais, mais qui est né en France, peut, par exemple, traduire, l'aider dans sa langue, aider un autre albanophone qui vient juste d'arriver dans sa langue pour réaliser une activité.
C'est les langues maîtrisées par les élèves comme une aide, comme un outil, mais c'est aussi la reconnaissance que l'on peut avoir du plurilinguisme des élèves et de la richesse langagière qu'ont les élèves. On est dans un monde pluriel, on est dans un monde où on incite, et c'est un objectif de l'école, que les élèves apprennent des langues étrangères, mais les élèves maîtrisent déjà pas mal de langues. Tout l'enjeu pour l'école, c'est comment l'école reconnaît ces langues-là et permet que des élèves apprennent d'autres langues, mais reconnaît aussi que l'élève est porteur d'autres langues. Il y a des élèves qui parlent plusieurs langues quand ils arrivent, notamment des élèves des Balkans qui ont traversé plusieurs pays et qui parlent plusieurs langues et qu'on ne reconnaît pas comme telles au départ. Et puis par ailleurs, les enquêtes qu'on a pu faire ponctuellement sur les établissements tout à fait ordinaires, on s'aperçoit que lorsqu'on gratte un peu dans les établissements, eh bien, on a, une vingtaine de langues parlées, en plus du français dans les familles. Mais c'est aussi un phénomène qui n'est pas seulement celui des élèves, mais aussi celui des adultes. Il y a aussi des adultes qui sont plurilingues, et ça, on ne le maîtrise pas beaucoup. Et ça peut être aussi une aide à l'intérieur de l'établissement pour inclure les élèves étrangers parce qu'ils rencontrent par hasard un adulte qui parle leur langue. Et cette question de la circulation des langues est une question que l'on n'arrive pas encore véritablement à maîtriser. Mais en fait, comment dire à un jeune, en ce moment il y a pas mal d'arabophones, mais passés par l'Italie, n'ayant déjà été scolarisés en italien. Comment peut-on dire à un élève qui maîtrise déjà l'italien scolaire que ça va être difficile de rentrer dans le français et en lui demandant d'oublier les langues qu'il parle, en tout cas sans les utiliser. Le gamin qui arrive et qui parle italien et qui a été scolarisé en italien, apprendre et être scolarisé en français, ça va être très rapide. Si on lui montre que c'est effectivement la même chose, parce que pour lui, c'est la même chose. Et l'italien qu'il a utilisé pour l'école et le français qu'il va utiliser pour l'école, c'est exactement la même chose. Très, très proche. Très, très proche. Effectivement, s'il vient d'un autre système scolaire avec une langue plus éloignée du français, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais justement, il ne faut pas nier les autres langues. Au contraire, il faut les reconnaître. C'est en niant les langues que l'on crée des hiérarchies et que justement, on empêche les jeunes d'apprendre d'autres langues. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour un professeur qui enseigne à ces élèves-là, parce qu'en plus, on a l'affirmation du français comme langue de l'école. Et donc, c'est important de valoriser, et ça, c'est un vrai travail de réflexion à faire sur toutes ces langues qui sont déjà dans la classe. Oui, les CASNAV ont compris ça depuis très longtemps, les CEFISEM avant, donc il y a un gros travail d'accompagnement, de formation des professeurs sur ces questions-là, sur le rapport que l'on a aux langues. Le rapport aux langues étrangères, le rapport aux langues de l'immigration, le rapport aux langues familiales. Un exemple, je me rappelle d'un collège où on faisait de la formation, et où tout d'un coup, une professeure qui avait été empêchée entre guillemets, mais qui n'avait pas pu apprendre la langue de sa famille, était très bloquée, avait du mal avec l'idée que ces élèves-là qu'elle avait maintenant puissent pratiquer leur langue familiale, parce qu'elle n'avait pas pu le faire. Donc ça touche à des choses très intimes que la question des langues. Donc il faut travailler sur cette question du rapport aux langues avec les professeurs, avec les équipes dans les établissements scolaires. Pourquoi c'est intéressant pour tous ces enseignants de travailler avec ces publics? Il y a un côté innovation pédagogique, c'est un peu un laboratoire d'avoir ces élèves avec soi. Donc, mais c'est un engagement, mais c'est aussi passionnant. Oui, c'est un laboratoire pédagogique. On le dit depuis toujours parce que justement, ça aide le système à traiter la fameuse question de l'hétérogénéité, comment on va accompagner un élève singulier au milieu d'un collectif qui est la classe, comment cet élève singulier va pouvoir apporter quelque chose aux autres élèves. C'est aussi un laboratoire pédagogique pour l'enseignement de la langue et de la langue française, parce que très souvent, des enseignants qui découvrent la pédagogie du français langue seconde, découvrent aussi que, pour certains points, passer par une didactique du français langue seconde, ça peut faciliter, débloquer des choses qu'on n'est pas arrivé à débloquer dans un enseignement, disons, traditionnel. Et donc, ça permet en même temps de faire circuler des méthodologiquement, des approches qui sont différentes, parce que la pédagogie, c'est une dramaturgie, selon ce qu'on a en face, selon là où on est, elle peut changer, elle n'est jamais unique. Oui, je rajouterais juste deux petits points. Dans la gestion de l'hétérogénéité,
puisqu'on est dans des groupes hétérogènes, hein, avec les élèves qui arrivent de l'étranger, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas les mêmes parcours scolaires, les mêmes... Donc, effectivement, et dans cette gestion de l'hétérogénéité, ça interroge tout le monde, et c'est bénéfique. Et puis, pour un professeur lambda, d'une autre matière scolaire, s'interroger sur la question de la langue dans sa discipline, c'est quelque chose qu'il ne fait pas s'il n'a pas un public plurilingue. Là, il va devoir le faire et s'interroger sur la question de la langue de sa discipline. C'est bénéfique aussi pour d'autres publics francophones, mais pour la question du discours scolaire ou du discours de la discipline peut être un problème à un moment donné. Et donc, s'interroger sur cette question de langue est important pour tous les élèves aussi. Donc, ça enrichit globalement sur la question de l'hétérogénéité, sur la question des langages disciplinaires. En conclusion du livre, vous avez une terme en anglais qui dit « We had a dream ». Nous avions un rêve. C'est quoi ce rêve? Alors c'est vrai que le livre, on l'a construit à plusieurs. Quand Gérard Vignier m'a proposé, je suis allé chercher Guy Cherki. Et ensuite, d'autres collègues, on a voulu avoir une parole à plusieurs pour ce livre. Et on a proposé la conclusion aux collègues du CASNAF de Besançon, d'avoir cette conclusion. Et ils ont souhaité mettre en avant l'idée qu'un jour, en fait, il pourrait y avoir un jour où les élèves... La diversité des élèves serait tellement prise en compte ou tellement naturelle qu'il n'y aurait pas besoin de parler d'inclusion ou parler d'hétérogénéité ou de différenciation. Si le système, dans sa nature, est capable de prendre en compte l'hétérogénéité, la diversité des rythmes d'apprentissage, des profils, etc., pourquoi parler d'inclusion? Le système sait faire avec toutes les diversités. Vous êtes d'accord, Guy? Moi, je suis complètement d'accord avec cette idée et ce projet. La question, c'est que tous ces rêves mettent du temps à s'installer et que du point de vue pédagogique, on s'interroge encore aujourd'hui sur des questions pour lesquelles on a des réponses depuis une vingtaine d'années. Et ça, c'est aussi c'est des questions de blocage, c'est des questions aussi d'approche pédagogique qui sont sinon erronées, du moins avec des idées ou des concepts préconçus et qui ne répondent pas exactement au public qu'on a aujourd'hui, qui est un public pas seulement diversifié par les langues, mais complètement diversifié, comme on le sait, socialement aussi, et avec des attentes différentes et aussi un bagage différent. Mais la question de ce qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire prendre en compte l'élève, quel qu'il soit dans sa globalité, ça n'est pas encore bien rentré dans les mœurs. Donc il y a encore beaucoup de réflexions à avoir, beaucoup de choses à penser, et votre livre, pour cela, est vraiment intéressant, puisqu'il est en complète prise avec la réalité d'aujourd'hui. Je rappelle son titre, Inclure, français de scolarisation et élèves allophones. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.